Julien vous a parlé de l'installation. Allons sur un cluster Kubernetes et puis je vous montre rapidement ça en live, hein. Donc maintenant, on a un petit chart New Vector ici, donc qui est passé sous Rancher, hein. Donc voilà, l'installation, vous l'avez vu, hein, on a pas mal d'options qu'on va pouvoir mettre ici. Hop. Et donc après, vous pouvez installer. Donc là, moi j'ai update parce que il est déjà installé. Donc, vous voyez que mon application, mon New Vector, elle doit être installée ici. Si je tape New Vector, voilà. Donc on voit qu'il y a un CRD et puis il y a New Vector qui est déployé avec un certain nombre de ressources. Et donc, notamment dans les workloads, on a des déploiements pour New Vector avec les fameux composants, donc le contrôleur, le manager et le scanner. On les verra tout à l'heure, mais ce sont les composants principaux de New Vector. Et c'est par exemple cette partie scanner, là on en a 3, mais qui nous permet, comme disait Julien, d'adresser des clusters Kubernetes d'une taille assez importante et puis de scanner énormément d'images et énormément de registries en parallèle, puisqu'on va pouvoir scale ces composants-là. Donc on va pouvoir avoir 3, 4, 5, 6, 7 pods qui sont chargés de faire les scans de sécurité, et donc on peut passer à l'échelle. Allons voir un peu à quoi ressemble New Vector. Je me connecte dans l'interface. Voilà, donc, on arrive sur le dashboard New Vector, hein, donc rien de très exotique jusque-là. Je commence par une petite digression. Ici, je gère qu'un seul cluster Kubernetes. On a aussi la possibilité d'avoir de la fédération de clusters, et donc en fait, je vais pouvoir depuis une interface basculer d'un cluster à un autre, ou carrément d'avoir un manager de fédération qui me permet d'appliquer des politiques de sécurité à l'ensemble de mes clusters. Par exemple, Julien parlait d'admission control ou de choses comme ça, hein. Je veux être sûr que l'ensemble de mes déploiements sur le cluster soient faits depuis mon registre privé qui est sécurisé, qui est scanné, et où je maîtrise toutes les images qui y sont poussées. Et je vais pouvoir appliquer cette politique de manière globale sur l'ensemble de mes clusters Kubernetes qui sont gérés par New Vector. Donc voilà, on a un parallèle assez intéressant déjà entre ce qu'on fait avec Rancher, c'est-à-dire déployer et gérer des centaines de clusters Kubernetes, tout ça depuis une interface unifiée. On va pouvoir faire la même chose depuis New Vector. Et deuxième point, bien sûr, le SSO là qu'on a mis en place dans Rancher, l'authentification unique, par exemple, si c'est un Keycloak, un AD ou autre, je vais pouvoir me loguer directement avec cet utilisateur dans New Vector depuis Rancher. Allez, allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce dashboard-là? On voit d'abord un score de sécurité, voilà, des éléments un petit peu d'overview sur mon cluster Kubernetes avec voilà, les explosions, donc les menaces les plus critiques, les événements principaux de sécurité, ce genre de choses. Donc, on va voir un certain nombre d'éléments sur ce premier dashboard, avec même voilà, des choses assez intéressantes, par exemple les protocoles détectés sur mes applications, et puis on va pouvoir voir aussi les menaces à ce niveau-là. Petit rappel hein, sur les différents modes, Julien en parlait hein, avec notre Zero Trust. En fait, hein, le Zero Trust, si on le répète brièvement, c'est vraiment cette capacité à apprendre ce qui se passe sur mon cluster. Donc là, c'est dans ce fameux mode Discover. Et après, une fois que j'ai appris tous les comportements de mes applications, je vais pouvoir passer dans des modes Monitor ou Protect qui vont m'alerter ou carrément bloquer directement tous les comportements qui ne sont pas connus. Donc, par exemple, une application A qui communique avec une application B, si un jour elle se met à communiquer avec l'application C ou à essayer de communiquer avec l'extérieur sur un serveur en Chine, ça, c'est pas quelque chose qu'on aura appris lors de la recette de l'application, et donc on va pouvoir alerter ou bloquer automatiquement ces comportements. Si on prend le deuxième menu Network Activity, donc là, on va avoir une vue globale de toutes les connexions dans mon cluster. Donc là, on voit cette couleur-là, c'est tout ce qui est en mode Discover. Donc, par exemple, si je prends
je sais pas, n'importe quoi ici. Si je vais sur les détails de ce pod-là, on voit que je suis en mode Discover sur ce pod. Je vais pouvoir passer en Monitor ou Protect euh, sur un pod unitairement. Et par exemple, celui-là qui est dans une autre couleur, et ben lui, si je vais sur les détails, on voit que lui, il est en mode Monitor. Donc j'ai déjà des règles qui ont été apprises. Donc là, on voit les règles que NewVector a appris pour ce pod. Et on voit que je suis en mode Monitor. Et donc là, ben, il me dit qu'il a déjà appris un certain nombre de règles. Bien sûr, on va pouvoir voir un petit peu les connexions qui sont faites de ce pod ou vers ce pod, hein. Donc là, on voit par exemple que j'ai du 80-80 qui arrive sur ce pod-là. Donc ce pod, il héberge une application avec du Apache dessus. Si je vous fais un petit peu le menu ici, ben on va avoir des choses assez intéressantes comme la capture de paquets. Donc je peux automatiquement capturer les paquets sur ce pod-là, changer le mode, bien sûr, le mettre en quarantaine, hein. Si je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, je vais pouvoir mettre ce pod en quarantaine et donc l'isoler complètement du reste de mon cluster Kubernetes. Et je vais pouvoir voir par exemple les sessions actives sur ce pod. Donc là, pour le moment, il n'y en a pas, mais si je vais sur mon application là, que je rafraîchis ça plusieurs fois, je devrais voilà, voir des sessions qui arrivent sur mon pod. Donc on voit que c'est assez réactif et assez précis. Donc ça c'est un pod avec du Java, voilà un petit Tomcat, hein, on voit la petite icône de chat ici là, qui n'a pas été changée. Euh, alors ce pod, bien sûr, il est vulnérable, donc il est pas très bien sécurisé. Donc là, je n'ai pas la console dans ma VM, mais je vais lancer une petite attaque sur ce pod voilà, de l'extérieur, donc qui me crée un shell, un remote shell en basant sur une faille Java. Et donc en fait, si je rafraîchis, donc on voyait que là, mon pod, il a aucune connexion avec l'extérieur, hein. Voilà, pour le moment, il est pas accessible depuis l'extérieur, sauf via mon ingress. Et en fait, si je rafraîchis, normalement, on devrait voir voilà, mon attaque qui est arrivée. Et donc, bah, hop, donc ça se rafraîchit, ça va sûrement arriver bientôt. Et donc, normalement, comme mon pod il est en monitor, je devrais avoir des alertes de sécurité sur cette partie-là. On le verra plus tard dans la partie alerte de sécurité. Euh, hop, donc le temps que cette partie soit rafraîchie, je vais vous montrer la partie plateforme. Donc là, dans la partie plateforme, on a la version du cluster Kubernetes, c'est du RKE2, Kubernetes 1.23. Voilà, j'ai la possibilité de scanner cette version Kubernetes. Donc là, bien sûr, c'est une version qui est à jour, donc il n'y a pas de vulnérabilité. Par contre, mon cluster Kubernetes, bah, il est hébergé sur des nœuds. Donc là, j'ai deux workers ici qui sont sur de la SLES 15 SP3. Et par choix, on n'a pas mis à jour ces machines depuis quelques temps pour qu'il y ait des CVE présentes et pour que voilà qu'on ait des choses à montrer. Donc, si je prends un worker, on voit voilà les informations basiques sur ce worker et donc surtout ce qui va être intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a donc il a été scanné hier et on voit que alors je peux bien sûr lancer le scan, le faire de manière périodique, etc. On voit que j'ai des vulnérabilités, donc j'ai 70 CVE classés high et puis 52 medium. Et donc ces vulnérabilités, je vais les retrouver ici. Donc je vais avoir la liste de toutes les CVE voilà, avec une petite explication et puis je peux avoir plus d'infos en allant directement sur le site du Mitre. Euh, donc voilà, je vois toutes les CVE qui concernent ce nœud-là. Et puis après, j'ai aussi cette partie compliance dont parlait Julien. Donc là, c'est le CS benchmark là, 1.6 qui va me retourner donc les règles qui sont appliquées ou pas. Et donc après, je vais pouvoir un peu plus tard remédier à tout ça. Et bien sûr, j'ai une vue de tous les conteneurs qui tournent sur ces nœuds. Et donc, par exemple, sur le worker 2, voilà, je vais retrouver tous mes pods qui sont en Discover. Et puis, par exemple, ma fameuse application Struts là, qui est elle en mode monitor.
Donc ça, c'est la partie nœud. Bien sûr, on a exactement la même chose pour les conteneurs, hein. Donc là, je retrouve l'ensemble de mes conteneurs avec les vulnérabilités de mes conteneurs, la partie compliance de ce conteneur-là. Donc là, par exemple, j'ai des permissions qui sont pas au top sur ma JRE là. Et donc après, j'ai aussi la vue de tout ce qui tourne dans ce conteneur-là. Donc par exemple, voilà, j'ai du Java qui tourne dedans et puis j'ai quelques statistiques aussi sur l'utilisation de mon conteneur. Donc là-dessus, en fait, d'exceptionnel, mais on a quand même une vue assez large, hein, de tout ce qui tourne sur nos clusters Kubernetes et de la sécurité assez globale de ce cluster-là. Après, bien sûr, si on sort un petit peu du cluster et qu'on va aller voir nos registres, on peut aussi ajouter des registres ici, donc que ce soit des registres publics ou privés, hein, et on va pouvoir scanner ces registres. Donc, par exemple, là, je peux démarrer un scan ou encore une fois, je vais pouvoir planifier voilà, des scans récurrents de mon registre. Une fois que le registre est scanné, j'ai bien sûr la vue de toutes les images qui sont dans le registre. Donc là, dans celui-là, j'en ai 4. Dans l'autre, j'ai qu'une image, par exemple. Bien sûr, je vais pouvoir filtrer aussi, hein. Donc là, on voit par exemple qu'en fait, dans ce registre-là, il n'y a pas qu'une seule image, mais j'ai juste filtré l'image que je voulais scanner. Donc on peut être assez fin dans le choix qu'on fait au niveau du scan. Et donc, quand je sélectionne mon image, par exemple, je vais avoir les vulnérabilités avec une vue par layer. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Si nos développeurs, ils incluent ils incluent, c'est peut-être pas de leur fait, mais on va dire que par, euh, par mégarde, ils ajoutent des composants qui sont vulnérables. Et on va pouvoir leur dire, voilà, sur le layer X ou Y, par exemple, sur ce layer-là, et voilà, là, j'ai des vulnérabilités parce que tu as installé telle version de la JRE, et cette version de la JRE, elle a toutes ces failles de sécu. Donc, s'il te plaît, mets à jour cette version de la JRE dans l'image que tu construis parce que ça va pas nous plaire. Donc bien sûr, ça, on peut le faire en amont, hein, et faire un beau fail dans le pipeline de build de l'image si si on a mis ça en place avant. Et donc voilà, donc on a aussi voilà, des éléments de compliance sur l'image qu'on livre. Et puis on a une vue par module, hein, avec tous les modules qui sont présents dans cette image. Et puis après, une vue de sécurité sur l'ensemble de ces modules, si c'est des failles qu'on peut fixer, si c'est des choses qui sont unpatch ou des choses là qu'on choisit et qu'on va flaguer comme ne seront pas fixées parce qu'on est bien au courant que c'est une faille, mais on a décidé de ne pas la fixer. Donc voilà pour cette partie registry. Puis on passe assez rapidement sur cette partie composante, donc les composants du système. Donc, vous voyez, nos vecteurs, c'est des contrôleurs, un scanner et des enforcers qui vont s'assurer que nos politiques de sécurité sont appliquées sur tous les nœuds. Donc, je vous l'ai dit, hein, les scanners, c'est la partie qui va faire tout ce scan-là. Et puis, on voit en fait que la base qui contient toutes les CVE, elle est incluse dans l'image scanner. Et donc, ça, c'est intéressant pour tous ceux qui vont poser la question de comment je fais un airgap pour récupérer les nouvelles bases de CVE. Et en fait, on l'inclut automatiquement tous les jours dans les images qu'on build de ce composant scanner. Et donc, en fait, vous avez juste en airgap, mettre à jour, faire un pull de l'image scanner, et puis automatiquement NewVector, lui, va aller chercher la dernière version de l'image tous les soirs pour avoir une base CVE à jour. Donc on peut très bien avoir du CVE à jour en full airgap à partir du moment où c'est mis à jour dans votre registre. Voilà pour cette partie. N'hésitez pas, si vous avez des questions en cours de route, à les poser. Julien sera le Lucky Luke du chat, et puis on pourra y répondre un petit peu après aussi. On a parlé d'admission control, donc effectivement cette partie qui est un peu à cheval entre notre fameux threat-based control et notre zero trust, hein, donc les menaces connues et inconnues. Et donc si je vais dans l'admission control, on voit que j'ai pas mal de possibilités, hein. Si j'ajoute une règle ici, par exemple, dans les critères, je vais pouvoir choisir pas mal de choses, par exemple activer ou interdire l'escalation de privilèges, ne pas autoriser le déploiement d'images qui ont
un certain nombre de CVE ou une CVE nommée, ce genre de choses. On a pas mal de paramètres qui sont déjà tout prêts. Par exemple, le montage des volumes, on peut aussi interdire, par exemple, de monter un certain volume qui serait assez sensible, ou par exemple autoriser seulement à monter ce volume qui contient des données clientes sensibles dans un certain namespace par un certain pod où on aurait vérifié qu'il n'y a aucune CVE dedans, etc. Donc on peut faire des choses assez holistiques, hein, assez complètes sur le contrôle d'admission. Donc c'est pas seulement j'interdis de lancer des pods qui sont créés à partir d'une image qui n'a pas de CVE connu ou qui n'a pas de CVE connu fixable, mais c'est beaucoup d'autres choses. Donc voilà, interdire par exemple ou autoriser seulement certains utilisateurs ou certains groupes à déployer dans certains namespaces. Voilà, ça va assez loin. Et donc tout ça, hein, c'est utilisable depuis l'interface. On peut les exporter, les importer, hein, bien sûr. Et c'est aussi disponible sous forme de CRD. Donc ça veut dire que on peut aussi déployer ça à Scode très simplement. Les groupes, je vais passer assez rapidement dessus, hein, vous l'imaginez bien. Quand on veut appliquer des politiques de sécurité, le faire pod par pod sur chacun des déploiements, c'est pas forcément le plus pratique. C'est très granulaire, mais après, on va peut-être vouloir grouper un peu plus tout ça. Et donc, on va pouvoir appliquer des politiques de sécurité sur l'ensemble de nos conteneurs, sur l'ensemble de nos nœuds, ou alors voilà, sur des groupes que je vais créer de manière un peu plus dynamique. Et bien sûr, après, sur ces groupes, je vais pouvoir faire un certain nombre de choses, et notamment voilà, des custom checks. Donc, voilà, si j'ai des checks de sécurité qui me sont un peu propres, je vais pouvoir les faire aussi. Je vais pouvoir avoir des profils sur les process qui sont autorisés ou pas à être exécutés, sur les règles d'accès aux fichiers, etc., etc. Donc, on va avoir pas mal de choses. Voilà, donc, par exemple, sur un groupe entier, je vais pouvoir voir quelles sont les règles qui ont été apprises, quelles sont voilà, les choses comme ça. Donc, DLP, WAF, je vais vous en parler juste après. Donc, on va voir à quoi ça sert. Et puis, bien sûr, on peut les activer sur un certain nombre de pods, de groupes, de machines et de conteneurs plutôt. Donc, voilà, ces fameuses network rules, c'est tout ce qu'on apprend pendant la phase de découverte, hein. Donc, c'est qui peut parler avec qui fait quoi, quel process, ça sera ça dans un deuxième temps, mais de manière plus générale, dans le Discover, on apprend aussi les process qui sont lancés dans les pods, les fichiers qui sont accédés et quels sont leurs droits dessus. Et il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est qu'on apprend quel est le protocole en fait utilisé. Donc là, en fait, je pense que c'est quelque chose que aucun ou très peu de nos concurrents font, c'est que souvent, eux, ils vont se baser sur une copie du trafic déjà, donc ils vont pas voir le trafic en live, donc ils vont pas pouvoir forcément réagir directement à une attaque en lançant une capture et puis en bloquant des choses directement. Mais souvent, nos concurrents, en fait, eux, ils vont plus se placer sur des règles réseau. Donc, par exemple, le pod A communique sur le port 53 avec le pod B, par exemple, parce qu'ils font du DNS entre eux, mais en fait, ils vont juste voir que c'est du DP53, mais ils vont pas avoir de contrôle plus fin que ça. Nous, on va savoir identifier qu'en fait, la connexion, elle vient bien elle est bien à destination ou elle est bien sur le protocole DNS. Et donc, en fait, s'il y a un programme malveillant qui est lancé et qui se fait passer pour le DNS et qui opère sur le port UDP 53, nous, on va savoir que c'est pas le vrai DNS et donc on va pouvoir le bloquer, à la différence d'autres technos où en fait, eux, ils vont juste dire c'est de l'UDP 53, on a dit que c'était autorisé, j'autorise. Donc nous, on va vraiment jusqu'au niveau applicatif et on va savoir identifier si c'est bien la vraie application qui communique sur le port qu'on a autorisé. Donc, voilà, on va un petit peu plus loin sur cette partie-là également. On a un certain nombre de règles de réponse, hein. Là, ça peut être un webhook, donc des actions personnalisées, ou ça peut être une quarantaine. Par exemple, on voit que là, il y a des règles qui sont pas activées, mais qui pourraient l'être. Par exemple, si j'ai une CVE high, donc à 10, donc la CVE la plus élevée, sur un des composants, un des conteneurs, et je vais directement le mettre en quarantaine. Si j'ai un conteneur qui essaye de faire du privilege escalation, je vais directement le mettre en quarantaine. Voilà, ce genre de choses.
on a pas mal de, de réponses comme ça, et donc on peut bien sûr en créer des nouvelles. On a parlé de notre fameuse DLP, donc le Data Loss Prevention, là. Donc, bah, voilà, comme son nom l'indique en anglais, hein, c'est pour se prémunir des pertes de données. Et donc, en fait, on va se baser sur des patterns pour détecter des choses qui circulent en clair sur le réseau et potentiellement bloquer ces échanges-là. Par exemple, par défaut, on vous livre deux patterns prédéfinis, un pour les cartes de crédit. Donc là, voilà, ça peut être intéressant si vous bossez dans un business où vous manipulez des cartes de crédit. Bah, normalement, entre voilà, vos pods et les échanges qui se passent, tout doit être chiffré. S'il y a des numéros de cartes de crédit qui se baladent en clair sur, euh, sur le cluster, et ben, on va le détecter, on va pouvoir le bloquer. Pareil, par exemple, celui-là, c'est un pattern pour les numéros de sécurité sociale. Et donc, vous voyez, hein, on peut faire add et on peut ajouter n'importe quel euh, type de pattern. Et donc, on peut avoir un sensor qui vérifie des informations business un peu plus, voilà, un peu plus propres à vos cas d'usage. Et donc, bah, tout peut être imaginé à ce niveau-là. Et, euh, et pour la partie Web Application Firewall, bah, Julien vous en parlait, on vous livre aussi des patterns prédéfinis, par exemple, pour identifier et bloquer les attaques Log4j ou Spring4Shell. Mais en fait, hein, dans la version gratuite communautaire, voilà, il y aura les plus connus, mais aussi une différence avec la version supportée, c'est que dans la version supportée, ben, on va vous livrer voilà, une masse beaucoup plus grande de patterns de détection d'attaques, voilà, injection SQL, tout le top 10 des attaques assez traditionnelles, plus ben, dès qu'il va y avoir des nouveaux patterns d'attaques qui vont être sortis, ben on va vous livrer assez rapidement aussi ces choses pour les détecter. Donc ça, c'est une plus-value aussi de prendre le modèle supporté, c'est que vous avez aussi voilà, des choses que vous n'avez pas à faire vous-même et on va vous livrer pas mal de choses toutes faites à ce niveau-là. Voilà, donc là, ben, on voit que c'est Web Application Firewall. Donc là, par exemple, le Log4j, ben, on va détecter dans les headers des requêtes si on essaye de parler à du LDAP qui n'est pas patché. Donc voilà, ce tour d'horizon assez rapide hein, de l'interface et des fonctionnalités. Euh, Sinon, rien de, voilà, de plus que ce qu'a dit Julien. Je voulais juste vous montrer ça. Donc là, voilà, j'ai ma petite attaque là que j'ai lancée pendant que je vous parlais. Et donc on voit que j'ai une alerte qui a été générée. Et en fait, c'était un exploit sur la version de Java qui est dans ce pod-là. Et donc la version de Java, elle est trouée. Donc je peux faire un petit exploit pour m'ouvrir une connexion sur le port 1337 là, pour avoir un remote shell dans le pod. Et donc, on voit que ça m'a alerté qu'il y avait un comportement qui n'a pas été appris avant. Donc, si j'avais été en mode protect, mon attaque, elle aurait été complètement bloquée. Et donc, voilà, impossible d'exploiter la vulnérabilité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important à rappeler, hein. Il y a toutes les attaques connues. Donc, ça, c'est toutes les CVE, toutes les choses qu'on peut détecter avec des patterns et qu'on peut bloquer parce que c'est une attaque connue. Et puis, il y a toute la sécurité, en fait, qui se fait puisque on ne peut pas tout connaître, et donc il y a des nouvelles choses qui arrivent tous les jours. Et donc, en fait, pour tout ce qui est inconnu, avec cette partie zéro trust, on prend le parti pris de dire, voilà, moi, j'apprends au moment de la recette de mon application tout ce qui est censé et avoir comme échange, comme process, comme chose lancée pour mon appli. Et après, tout ce qui sortira de ça, je le deny à chaque fois. Et donc, en fait, ça évite que même si dans mon pod, il y a une vulnérabilité qui arrive sur Java, et quelqu'un puisse l'exploiter puisque en fait, tout est bloqué. Et donc après, vous avez bien sûr pour les DSI et pour sortir des rapports assez jolis et assez complets surtout, hein, ces menus-là, donc les vulnérabilités et la compliance, qui me permettent d'avoir une vue assez holistique, assez complète sur les vulnérabilités sur mes nœuds, les vulnérabilités sur l'ensemble de mes conteneurs, un groupement par package aussi,
Et donc, bah voilà, l'ensemble de ces vulnérabilités, je vois que là, par exemple, il y a 5 packages qui sont impactés, qui impactent cette CVE. J'ai mes 2 workers qui sont impactés et j'ai 17 conteneurs qui sont impactés aussi. Et donc, j'ai voilà, un rapport en CSV, un rapport en PDF avec un groupement PAL vulnérabilité ou par asset, hein, par conteneur, node, etc. Et donc, bah, c'est simplement, je télécharge mon rapport et puis je l'ouvre. Et donc, voilà, j'ai un rapport tout beau flagué New Vector avec bah, voilà, 500 pages de rapport avec tout ce qui se passe sur mon parc, CVE par CVE, qui est impacté, et avec aussi bah, voilà, un peu une description pour chacune des CVE. Donc c'est très très complet. Et il y a ces rapports-là qui sont faits euh, par vulnérabilité. Donc là, c'est pour ça, hein, j'en ai 612, 611, donc pour ça que le rapport il va être assez long, mais ça peut être aussi par asset. Et donc voilà, si je veux faire des rapports un peu plus précis, bah, je prends le CSV et puis je vais pouvoir filtrer aussi. J'ai la même chose pour la compliance. Et bien sûr, bah, après, j'ai un centre de notification avec mes événements de sécurité. Donc là, on voit bah, que par exemple, j'ai eu une violation de mes règles sur mon petit conteneur struts avec bah, l'attaque qui a été faite. Donc j'ai même l'IP de chez moi. Et j'ai des rapports de risque. Voilà, j'ai pas mal de choses comme ça qui sont disponibles. Voilà pour cette petite démo de l'interface New Vector, un rappel assez succinct des concepts.